Le Nil et le secret de ses courants. Ruban obscur en plein soleil, fleuve nourricier du peuple égyptien. Bien avant qu'un pharaon ne donne naissance à une civilisation en posant sur ses rives brunes les premières pierres de monuments extraordinaires, le Nil coulait déjà paisiblement. Il est à l'époque source de vie pour les peuplades de vagabonds qui ont choisi de s'établir sur ces terres fertiles. On y trouve en abondance poissons, oiseaux, ainsi que le gros gibier que sont les crocodiles et autres hippopotames. À chaque printemps, le fleuve sort de son lit pour déposer alentour sa couche d'alluvions sombres et riches, notamment en orge sauvage. C'est essentiellement à l'aide de pierres effilées et de pointes de flèches que la population préhistorique des bords du Nil exploite ce don de la nature. La vie tout entière dépend du fleuve, au point que l'historien grec Hérodote écrira plus tard de l'Égypte qu'elle est le cadeau du Nil et le temple du monde. Graver sa marque sur les rochers des falaises ou des déserts de la vallée du Nil, c'est l'assurance de l'offrir à la postérité. C'est ainsi que 3000 ans avant Jésus-Christ apparaissent sur ces terres les figures principales de l'ancienne civilisation égyptienne, les pharaons. Les terres qui bordent le Nil se divisent naturellement en deux régions distinctes. Le segment le plus étroit de la vallée qui s'étend en direction du nord du continent africain s'appelle la Haute-Égypte, alors que la région luxuriante du delta du Nil, dont les multiples bras se jettent dans la Méditerranée, se nomme la Basse-Égypte. Toutes deux forment le pays d'Égypte que nous connaissons. Protégée par les déserts qui l'enserrent, la vallée haute et étroite du Nil avec ses monuments, la trace de ses inscriptions et le développement d'une religion et d'une philosophie mystique est la terre des pharaons. Le mot pharaon signifie simplement belle et grande maison. Les pharaons ont pour mission d'imposer leur suprématie spirituelle et politique sur tout être vivant sous leur autorité. Le symbole le plus éminent de leur royauté est la couronne. Tandis que la couronne blanche, fine et longue coiffe au bout arrondi confère à son porteur le titre de souverain de Haute-Égypte, la couronne rouge reste l'apanage du chef de Basse-Égypte. Seul le pharaon de toute l'Égypte a le privilège de porter les deux couronnes à la fois. Deux accessoires d'apparat accompagnent les pharaons. La houlette et le fléau. On pense que la houlette, vraisemblablement en forme de bâton de berger, symbolise le guide du peuple. Quant au fléau, il représente à la fois une arme et l'outil servant à battre le blé. Croisés sur la poitrine du pharaon, tous deux annoncent l'homme habilité à gouverner, à protéger et à subvenir aux besoins de son peuple. Dans l'Égypte ancienne, les dieux régissent pratiquement tous les aspects de la vie. Ils sont souvent représentés par un animal, à l'image de la crainte mêlée d'admiration avec laquelle les habitants du Nil considèrent les bêtes partageant leur espace vital. Mais si l'on attribue au pharaon au pouvoir l'incarnation d'Horus, dieu solaire à tête de faucon, la vie terrestre ainsi que l'ordre de l'univers relèvent d'une force appelée Ma'at. On pourrait dire que la tâche du pharaon consistait à faire en sorte que tout s'accorde avec le Ma'at. À défaut de quoi l'univers organisé, tel qu'il le connaissait, risquait d'imploser en un chaos aussi bien terrestre que cosmique. Le rôle du pharaon consistait donc à coordonner les efforts divins et humains afin de rester en phase avec le Ma'at. Il avait une fonction très importante, celle de contribuer à préserver l'univers.
Le début de la civilisation égyptienne remonte à 3150 avant Jésus-Christ avec l'unification des Hautes et Basses Égyptes sous l'égide d'un roi guerrier peu après sa conquête de l'ennemi sur les terres fertiles de Paparias. On doit cette découverte à une splendide palette de schiste vert foncé mise à jour lors de fouilles entreprises à Hierakonpolis, alors capitale de la Haute-Égypte, sur la rive ouest du Nil. Connue sous le nom de palette de Narmer, cette plaque gravée en 3000 avant Jésus-Christ constitue à ce jour le plus vieux document historique sur l'Égypte. Voici une copie de la palette de Narmer, à peu près au tiers de sa taille réelle. Le plus grand personnage figurant sur cette palette est le roi lui-même. Vous le voyez ici, revêtu d'un kilt orné d'une queue de taureau, accessoire caractéristique des pharaons. Il est coiffé d'une couronne blanche, propre à la région de Haute-Égypte. Il brandit une massue, ici, pour frapper l'ennemi étranger. L'interprétation de cette plaque a permis d'établir que le pharaon Narmer était le roi responsable de l'unification du pays. Ce que je tiens là est par conséquent un document essentiel. Ce pharaon doit son nom au hiéroglyphe attenant à sa représentation. Un burin surmonté d'un poisson-chat, donnant le mot Narmer, et pour traduction littérale, poisson-chat en colère. C'est vrai que ça peut nous paraître plutôt drôle, mais il faut savoir que le Nil renferme plusieurs espèces de poissons-chats électriques capables d'infliger des décharges très douloureuses. Et je pense que ce nom-là prend là tout son sens. La légende veut qu'après avoir livré bataille, le roi ait brûlé le village ennemi et tué chacun de ses soldats. C'est ce que nous révèle la scène sculptée au dos de cette palette de Narmer. Face au roi et aux disciples d'Horus figurent les restes d'un champ de bataille, avec des rangées d'individus décapités, leurs têtes entre les jambes. Ainsi, il y a 5000 ans, Narmer est à l'origine d'une lignée qui marque l'essor de la première dynastie de pharaons. Sur près de 3000 ans, 29 de ces dynasties et autres lignées familiales suivront, marquées par autant de changements de cap dus à une absence d'héritier ou bien aux aléas politiques et guerriers. Il est probable qu'afin d'asseoir sa conquête, le pharaon Narmer ait épousé une princesse originaire du Nord. Il remonte alors le Nil pour fonder son lieu de résidence sur un site connu sous le nom de Mur Blanc. En 3050 avant Jésus-Christ, au même endroit, son fils lui succède. Celui-ci, dont le nom retrouvé sur un simple tesson de poterie signifie « faucon qui combat », est le pharaon Or-Aa. Il est probable qu'Or-Aa ait hérité d'un système dans lequel la plupart des principes de la royauté égyptienne étaient déjà bien ancrés. Après lui, la position de roi est devenue plus importante. Ainsi, la plus grande réalisation d'Or-Aa reste la fondation de la ville de Memphis sur l'ancien lieu de résidence de son père. Cette ville va s'étendre et devenir la capitale politique et religieuse de l'Égypte ancienne. Construite à partir de boue et de bois, elle n'a laissé que très peu de vestiges. L'historien Manéthon nous révèle au IIIe siècle avant Jésus-Christ sa perception de cette ville au mur blanc. Memphis est de loin la plus grande ville que j'ai jamais vue. Une enceinte colossale d'un blanc calcaire éclatant entoure la ville. À l'intérieur, de nombreux temples émergent au-dessus d'une incroyable prolifération de maisons de briques marron. Une armée de statues gigantesques se dresse tout autour. Le pharaon et sa famille habitent un palais dans l'enceinte de la ville. L'intérieur, peint de couleurs vives, illustre des scènes de la vie égyptienne. Les plafonds en poutre reposent sur d'énormes colonnes de pierre. La journée du pharaon débute par le bain rituel auquel assiste sa suite et des membres de sa cour. Contraint d'apparaître comme un dieu face à son peuple, le roi Or-Aa consacre une grande partie de son temps à soigner hygiène et apparence.
À cette époque, à Memphis, l'hippopotame est un symbole majeur de la culture égyptienne. Sa chasse à travers les marécages qui bordent le Nil est le sport couramment pratiqué par les nobles et les pharaons comme le roi Hora. C'est précisément au cours de l'une de ces chasses que ce dernier trouve la mort à l'âge de 62 ans. La légende, racontée par un prêtre de l'Antiquité, veut qu'il ait été emporté dans la gueule d'un hippopotame. Mais est-il réellement décédé de cette manière? Il faut se souvenir que l'hippopotame a une signification religieuse. Le mâle personnifie le dieu du mal, dénommé Seth. C'est un prêtre qui a permis de transmettre cette histoire et l'on se demande s'il n'y a pas derrière elle, d'une manière ou d'une autre, l'image du roi emporté par une incarnation du mal. Peut-être que le pharaon n'est-il mort à 62 ans que de sa belle mort. Une mort que les anciens ont préféré attribuer au dieu Seth, responsable également des violentes tempêtes du désert et dont ils sont habitués à solliciter la clémence. Il est probable qu'on n'en saura jamais plus sur la cause réelle de sa disparition. On pourra toujours partir à la recherche de quelques indices en visitant sa tombe située sur l'emplacement d'un ancien cimetière à l'entrée du désert. Le Nil, la plus grande route fluviale d'Égypte. Depuis la mort du premier pharaon Hora, vers 3010 avant Jésus-Christ, de rapides embarcations faites de roseaux, à la proue arquée et au voile carré en toile de lin se sont mises à circuler sur ces eaux. C'est probablement à bord de l'un de ces bateaux poussés par les vents de la Méditerranée que la dépouille mortelle d'Hora aura parcouru les quelques 480 km qui séparent vers le sud son palais de Memphis du lieu saint d'Abydos. C'est avec l'inhumation des premiers pharaons qu'Abydos devient nécropole en hommage au dieu Osiris, dit seigneur des morts. La renaissance légendaire de son corps installe la croyance, sous l'Égypte antique, en une vie après la mort. 12 mètres sous la surface du désert reposent ainsi les restes de l'Osirien, temple d'Abydos, où les Égyptiens anciens venaient rendre leur culte au dieu de la résurrection. Les murs y sont gravés des chapitres du livre égyptien des morts, manuel d'instruction à l'usage des défunts pour leur passage vers l'au-delà. Les cadavres, enterrés pour la plupart simplement dans des fosses peu profondes, se flétrissent très rapidement sous l'effet asséchant du sable. Afin de préserver les restes humains vers l'éternité, les pharaons de la première dynastie décident donc de bâtir sur ce site de solides tombes. C'est pour eux l'assurance d'une pérennité aux côtés de leur Dieu, à travers laquelle ils pourront continuer à régner, ainsi qu'à maintenir l'ordre de l'univers. À Abydos, la tombe réservée aux pharaons s'appelle une mastaba, mot égyptien pour banc. Conçue pour traverser l'éternité, la mastaba est faite de briques de boue, solidifiées au soleil, surmontées d'un toit plat, incliné sur les côtés. À l'intérieur, une série de compartiments permettent de stocker toute une batterie d'aliments, d'instruments et de meubles destinés à accompagner, en le réconfortant, le roi vers l'éternité. Sous ce premier niveau, un puits descend vers une pièce souterraine également faite de briques. C'est là que commence le repos du pharaon, après que l'on ait soigneusement rebouché l'entrée afin de rendre l'endroit inaccessible. La plupart des spécialistes estiment que cette sépulture, recensée par les archéologues sous la référence B19, a autrefois abrité les restes du pharaon Hora. Autour d'elle se trouvent les fosses de ses fidèles domestiques, concubines et même de ses chiens, tous sacrifiés à sa mort pour l'accompagner vers l'au-delà. Une pratique qui finira par être abandonnée. L'inhumation auprès du pharaon va cependant demeurer le privilège des familles royales et de sujets prestigieux.
À proximité, une autre tombe reçoit le nom de Bénéar, qui signifie littéralement bien-aimé. Il est possible qu'il s'agisse là du tombeau de la reine, ou éventuellement de la concubine préférée d'Ora. La mort de ce pharaon marque le début d'une ère de croissance et de développement pour la civilisation égyptienne qui durera plus de 800 ans. Memphis devient le centre de la vie culturelle et commerciale du pays. C'est là que s'échangent les animaux d'élevage et légumes venus de Haute-Égypte comme l'or, l'ivoire et les pierres précieuses en provenance de Nubie. Des statuettes de bois rappellent certaines scènes de la vie antique. On apprend ainsi que l'orge moulue, puis malaxée sous forme de pâte, permet de produire du pain en très grande quantité. Les vaches fournissent la viande, le mets préféré des nobles. Et puisqu'un pays puissant se doit d'avoir une administration, on confie celle-ci à une classe spécifique de la population, les scribes. Le rôle des scribes était prépondérant. Ils représentaient la classe officielle, celle des bureaucrates incarnant le gouvernement et rendant la culture égyptienne possible. Si le pharaon était bien le chef suprême, il lui fallait néanmoins disposer d'une structure capable de mettre en œuvre ses décisions. Il faut aussi garder présent à l'esprit que seuls 5% de la population savait lire et écrire. Concrètement, le pharaon délègue la plupart de ses responsabilités à ses fonctionnaires appelés vizirs. Dans la hiérarchie, ils font office de second. Ces hauts fonctionnaires égyptiens ont reçu une instruction de scribe. On les représente souvent assis en tailleur, leur papyrus étendu sur les genoux. C'est la position habituelle pour écrire. Non seulement le scribe fait-il en sorte d'appliquer les désirs de son souverain, mais il est également celui qui en laisse une trace écrite pour l'histoire. À la fin de la seconde dynastie, en 2700 avant Jésus-Christ, on apprend d'une liste royale nommée la Table d'Abydos que pas moins de 22 pharaons ont régné sur l'Égypte depuis qu'Ora a fondé Memphis. Seule la signification littérale de leur nom nous permet d'en deviner un peu plus sur ces personnages. Hotepsé-Khémoui était le dieu des puissances du plaisir. Seth-Périm-Saint régnait sur les arts. Leurs mastabas ont été construites proches de la capitale de Memphis. L'architecture de ces édifices se fait à la fois plus imposante et plus complexe. Certaines tombes atteignent plus de 5 mètres de hauteur et comportent jusqu'à 70 pièces. La conception sans cesse plus élaborée des monuments funéraires de ces puissants pharaons témoigne d'un savoir, d'une richesse et d'une confiance accrue dans l'architecture. Cette tendance à l'esthétisme et à l'excellence trouve son point d'orgue ici, à Saqqara. Situé au sud de la ville actuelle du Caire, ce remarquable édifice de pierre n'est autre que le complexe funéraire du roi Djoser, premier pharaon de la troisième dynastie. Sous le règne de Djoser, qui débute vers 2630 avant Jésus-Christ, le pouvoir du pharaon est absolu. Tout le monde, du plus prestigieux des fonctionnaires à l'esclave le plus anonyme, dépend de ses ordres. Djoser, dont le nom signifie « le plus sacré », est le premier pharaon à explorer les vastes richesses minières de la péninsule du Sinaï, qui s'étend entre les golfes de Suez et d'Aqaba. Il découvre dans cette région d'immenses gisements de cuivre et de turquoise qui l'enrichissent encore davantage. Il envoie dès lors des émissaires remonter le Nil afin d'étendre son assise jusqu'à Aswan, au sud du pays. Pour proclamer son prestige absolu, il commandite la toute première pyramide d'Égypte. Une pyramide à degrés. Du haut de ses 60 mètres, ce monument à 6 niveaux domine un horizon d'ensemble funéraire au style élaboré. Le site funéraire du roi Djoser est le tout premier édifice monumental entièrement fait de pierre.
Il nous offre surtout de voir à quoi ressembleront dès lors les nécropoles en Égypte. La sépulture décrit clairement un escalier montant vers les cieux. En tant que réalisation architecturale, elle est un hommage au mystérieux architecte en chef et scribe du roi Djoser, Imhotep. Une inscription de l'époque atteste d'ailleurs de cet hommage. Porteur du sceau du roi d'Égypte, si proche de sa couronne, grand administrateur de sa suprême résidence, représentant même de sa majesté, grand prêtre d'Héliopolis, Imhotep, tu es aussi menuisier et sculpteur. Pour faire une comparaison plus moderne, on pourrait qualifier Imhotep de Léonard de Vinci de l'ancienne Égypte. Il était très doué. Il représentait absolument tout. Il arrivait juste après le roi, comme grand vizir et chef de l'État. Il était bardé de hauts titres, mais curieusement, on ne sait pas grand-chose sur lui. Mis à part son statut, on sait seulement qu'il était le génie responsable de la Grande Pyramide. La tombe qu'Imhotep réalise pour le pharaon Djoser reprend en la poussant au paroxysme la forme traditionnelle de la mastaba. En assemblant des centaines de milliers de blocs de calcaire blanc, Imhotep empile en réalité 6 mastabas les unes sur les autres, dont la taille diminue au fur et à mesure que l'on monte. Le résultat n'est autre qu'un monument spectaculaire, visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. La construction de cette pyramide coïncide avec le choix de Djoser de faire du dieu solaire Ra la divinité dominante du pays. Pour l'honorer, on bâtit ainsi l'entrée des temples attenant à la pyramide, tournée vers l'est, au soleil levant. Un mur d'enceinte de 9 mètres de haut, truffé de fausses entrées, protège le complexe. Le site sert de cadre aux fêtes du Hebsed, un ensemble de cérémonies célébrant le pharaon comme symbole magique de fertilité. Celui-ci doit y suivre un parcours rituel symbolisant les 4 coins de l'Égypte. À l'intérieur de l'une des galeries de la pyramide, un relief représente Djoser dans sa frénésie d'un parcours rythmé par les incantations de sa cour. Dieu du destin qui nous offre les récoltes les plus abondantes, pilier du ciel et soutien de la terre, leader des 2 rives du Nil, partout sur les traces de ses sandales pousse la plus riche des moissons. La fête du Hebsed avait lieu à peu près tous les 30 ans du règne d'un même pharaon. C'était une manière très civilisée de faire reverdir la vie en remettant l'accent sur la prospérité de l'Égypte. Si dans d'autres cultures, on préférait tuer le roi pour le remplacer par un plus jeune, les Égyptiens, eux, célébraient tranquillement leur rituel, toujours à côté de leur roi. Djoser ne règne que 19 ans. Suffisamment pour qu'à sa mort, en 2649 avant Jésus-Christ, il laisse à l'Égypte ancienne une tradition de construction des pyramides qui se perpétuera en même temps qu'elle s'enrichit pendant 2 millénaires. Les écrivains anciens qui nous ont transmis l'histoire de l'Égypte nous apprennent que cette 3e dynastie, restée célèbre pour la toute première pyramide de Djoser, s'éteint en 2613 avant Jésus-Christ. Le dernier de ces pharaons, Houni, n'a laissé aucun fils héritier du trône. Lui succède, pour 24 ans de règne, Snéfrou, dont la liste royale d'Abydos nous enseigne qu'il est également originaire de Memphis, mais d'une lignée différente. Son mariage avec la sœur du pharaon Houni, Hétep-Hérès, marque le début de la 4e dynastie en même temps qu'il unit 2 filiations différentes.
Une dynastie qui durera plus de 400 ans, partagée entre 17 pharaons différents. Le nom de Snéfrou signifie « porteur de beauté ». Alors que son prédécesseur Djoser s'est attaché à repousser les frontières de l'Égypte jusqu'à Aswan au sud du pays, le nouveau pharaon cherche à étendre encore son influence. Pour ce faire, il mène une campagne lointaine sur les terres de Nubie et s'installe dans la citadelle de Buen. Le lieu lui servira de base pour ses expéditions minières, son commerce et autres conquêtes. On rapporte qu'il serait rentré accompagné de 7000 captifs nubiens probablement destinés aux travaux agricoles, ainsi que de quelques 200 000 têtes de bétail. Certaines peintures illustrent des animaux exotiques, comme des girafes et des babouins, rapportés du continent africain et remis en offrande aux premiers rois pour leur plus grande joie. Tout porte à croire qu'à l'instar de son prédécesseur, Snéfrou est cherché à exploiter la richesse minière du golfe de Suez. Cette sculpture célèbre une incursion dans les mines de turquoise de la péninsule du Sinaï, où l'on voit Snéfrou tuer un ennemi. L'inscription décrit le pharaon comme un grand dieu lancé à la conquête des terres étrangères. Le bois d'œuvre et de charpente est une autre de ces matières premières très recherchées. On en a besoin en quantité afin de construire les meubles et les poutres des résidences bourgeoises. Mais ce bois manque en Égypte et il faut aller se le procurer par-delà les mers. Forts de leur expérience de navigateurs sur le Nil, les Égyptiens deviennent les premiers et meilleurs marins de l'Antiquité. C'est sous le règne de Snéfrou qu'ils s'embarquent pour la première fois à la recherche de bois de cèdre. Le pharaon ordonne la construction de 60 navires marchands. Bientôt, des flottes de gracieux voiliers font route vers l'ancienne Byblos, aujourd'hui Djebaï, au Liban. L'un des scribes de Snéfrou parle même de 40 navires remplis de rondins de cèdre. Des inscriptions murales de l'époque nous enseignent aussi que Snéfrou place ses hauts fonctionnaires dans des propriétés faites de briques et de rondins de cèdre. Il reste cependant attentif à ce qu'elles soient suffisamment espacées les unes des autres afin que ces sujets ne soient pas tentés de se regrouper pour fonder leur propre royaume au sud du pays. Ce qui ne l'empêche pas pour autant de faire la fête quand bon lui semble. Au dire de tous, la vie s'écoule paisiblement sous le règne de Snéfrou. Au troisième millénaire avant Jésus-Christ, l'Égypte est un pays de paix et d'abondance. Le nouveau pharaon et sa reine invitent de manière protocolaire les nobles. Les membres de la cour y festoient également, se régalant de canards dodus accompagnés de figues. Ces habitants de la vieille Memphis sont des esthètes soucieux de leur apparence. Ils portent perruques, robes de cérémonie en lin et se maquillent le tour des yeux. Les Égyptiens anciens attachent également beaucoup d'importance aux parfums destinés à masquer les odeurs corporelles, signe de péché. C'est ainsi que les femmes de l'élite portent sur la tête des cônes de graisse parfumée qui finissent par fondre à la chaleur de ces longues soirées pour se répandre le long de leur corps. Un autre papyrus relate comment le roi Snéfrou, s'ennuyant, traverse seul un lac à la rame pour rejoindre une magnifique jeune femme drapée d'un simple filet de pêche. Enfin, les Égyptiens anciens restent très attachés à leur passé, qu'incarne par définition l'esprit des défunts. Ceci explique pourquoi l'ultime demeure des morts, la pyramide, reste le symbole persistant de toute la culture égyptienne. Le pharaon Snéfrou choisit lui aussi de déplacer la nécropole royale, mais cette fois sur le site de Dachour, au bord du Nil. C'est là qu'il fait bâtir les premières véritables pyramides. Au cours du XXe siècle,
l'endroit reste la plupart du temps interdit au public. Seule une poignée d'archéologues est autorisée à y pénétrer. Ouvert depuis peu aux visiteurs, ce site offre un aperçu exceptionnel des constructions commanditées par Snéfrou et qui dominent l'horizon désertique presque lunaire de cette région. S'élevant à 104 mètres au-dessus du sable, voici la pyramide courbée, la toute première réalisation de Snéfrou qu'il surnomme la brillante pyramide du Sud. Sa forme particulière a conduit certains spécialistes à penser que le pharaon était décédé brutalement et qu'il a fallu terminer les travaux à la hâte. En réalité, cette silhouette étrange nous en apprend beaucoup sur la technique employée par les bâtisseurs de Snéfrou. Ce type de pyramide est certainement ce qu'on appelle l'un des premiers grands demi-citrons de l'histoire. Lorsqu'ils ont commencé les travaux, les architectes égyptiens n'ont pas réalisé tout de suite que le sol ne supporterait pas le poids d'un tel monument. Ils ne s'en sont aperçus qu'à mi-chemin, lorsque des fissures ainsi que toutes sortes de problèmes de structure sont apparus. Il aura fallu modifier la courbe et la rendre moins pentue, de sorte que l'on puisse alléger d'urgence la masse de l'édifice. À l'intérieur, Snéfrou fait placer sur le mur d'une chambre ce relief de calcaire le représentant vêtu de la tenue du renouveau ou fête du Hebsed. La double couronne confirme que l'on se trouve en présence du souverain des Hautes et Basses Égyptes. À l'extérieur, il supervise la construction d'une nécropole complexe dont subsiste encore une partie. Les pharaons gardaient un œil très attentif sur leurs monuments, en particulier funéraires comme les pyramides et les temples mortuaires. Ils se déplaçaient sans doute très souvent sur les chantiers pour contrôler l'avancement des travaux. Et peu importe en définitive la puissance du pharaon au cours de son règne, sa prospérité éternelle dépendait entièrement de la qualité de sa tombe. À titre personnel, ces chantiers constituaient donc l'un des événements majeurs de leur règne. Et malheur à l'architecte en chef si le projet tournait mal, ce qui arrivait quelquefois. Tel est le destin de la pyramide courbée de Snéfrou. Ces salles resteront à jamais vides. Ces architectes ne seront pas pour autant punis. À presque 2 km au nord, ils réalisent un véritable chef-d'œuvre, l'édifice le plus saisissant qu'il soit donné de voir à Dachour, la pyramide rouge. Culminant à 105 mètres, c'est la toute première pyramide régulière construite au monde. Elle tient son nom de la roche à partir de laquelle on l'a bâtie. Riche en oxyde de fer, la pierre prend en effet une tournure rougeâtre sous le soleil du désert. La réalisation par Snéfrou de cette pyramide rouge suit de peu l'émergence de Ra, dieu solaire, comme divinité dominante du pays. Elle matérialise par la pierre le passage du soleil. Ces arêtes reproduisent en effet l'inclinaison des rayons frappant la terre à travers les éclaircies du ciel. Elle est aussi une manière de dire la place divine qu'occupe le pharaon dans la société égyptienne. Le roi se situait au sommet de la pyramide, c'est le pharaon. Il rayonnait d'abord vers sa famille immédiate, qui occupait symboliquement les couches supérieures. Puis, progressivement, vers la base la plus large de l'édifice. Ceci nous éclaire sur l'unité du royaume et sur le degré d'implication qui y régnait. Les gens étaient heureux de répondre à l'appel du pharaon et de s'investir dans la construction d'un monument dédié à sa conversion en Dieu après sa mort. C'était pour eux en retour l'assurance de leur bien-être sur terre. L'ironie du sort veut que la pointe ou chapeau de la pyramide rouge, symbolisant donc Snéfrou, soit tombée au sol où elle est restée depuis. Rahotep, grand prêtre de Snéfrou, et Nofret, sa femme, reposent dans une mastaba au sud de la pyramide. Des statues de calcaire peint les représentent. Les Égyptiens pensent que le réalisme de leur sculpture aidera les esprits à reconnaître leur demeure depuis l'au-delà.
Les traits caractéristiques de ces œuvres nous offrent un regard tout à fait exceptionnel sur l'apparence physique de ces Égyptiens anciens. De manière anecdotique, les premiers explorateurs sont tellement saisis par la véracité de leurs yeux de verre qu'ils en laissent tomber leurs outils et s'enfuient. Leurs regards sont comme figés vers l'éternité. La solennité de leurs expressions est censée montrer leur confiance dans l'immortalité de par la relation directe qui les lie au pharaon. La femme, Nofret, a le statut de princesse. Rahotep, en plus de son titre de grand prêtre, se voit décrit par sa statue comme fils du roi de son État. Une inscription qui a conduit certains spécialistes à s'avancer sur le lien fort possible de filiation avec le pharaon Snéfrou. Snéfrou lui-même se destine à reposer au sein de son chef-d'œuvre, sa pyramide rouge. À l'intérieur, un magnifique couloir s'ouvre sur une chambre funéraire dont le plafond, à près de 14 mètres de hauteur, repose sur des poutres de bois. Pillée depuis bien longtemps, cette chambre renfermait, outre le corps de son royal occupant, d'inimaginables richesses. On pense à l'époque que le pharaon suit, à travers le puits de lumière, l'alternance des jours et des nuits. Mais depuis leur tombe de pierre, les cadavres se décomposent rapidement sous l'effet de la moisissure. Les Égyptiens anciens réalisent ainsi qu'ils ne font que détruire ce qu'ils espéraient préserver, et à la mort de Snéfrou, préfèrent considérer qu'il est devenu autre chose. Surgis des sables tels d'énormes monstres dominant un paysage désertique, les pyramides de Gizeh figurent parmi les monuments les plus imposants de toute l'histoire de l'humanité. En même temps qu'elles reflètent les aspirations de leurs trois commanditaires, elles demeurent les témoignages remarquables d'une période de l'Égypte antique où l'expérience sacrée des bâtisseurs de pyramides est à son apogée. C'est sous la 4e dynastie que les pharaons entreprennent les projets de construction les plus ambitieux qui aient été. Khéops, qui a succédé à son père Snéfrou en 2551 avant Jésus-Christ, ouvre la marche. Après la pyramide courbée et la pyramide rouge de Dachour, lui s'attelle à plus colossal encore sur le plateau de Gizeh. Khéops, bâtisseur de la Grande Pyramide, a la particularité d'avoir hérité d'un royaume à la fois puissant, centralisé et très stable. Et bien que cette Grande Pyramide nous impressionne, il ne faut pas oublier que son père avait l'expérience de 2 pyramides, qui d'ailleurs, si on les réunissait, dépasseraient de loin la taille de la Grande Pyramide. Khéops ne fait donc que perpétuer une tradition qui existait déjà avant lui. Avec ses 146 mètres de haut, la pyramide de Khéops dépasse la statue américaine de la Liberté, la cathédrale Saint-Pierre de Rome ou même une fusée Apollo sur sa rampe de lancement. Elle reste en fait la plus grande structure jamais élevée jusqu'à ce que la tour Eiffel ne lui dame le pion à partir de 1889. Le but étant simplement qu'on puisse la voir de partout. Le fait qu'il ait choisi un plateau est très important. Qui plus est, un plateau situé sur un relief déjà élevé. On apercevait son monument depuis tout le nord du pays. Des 4 points de la capitale, on pouvait aussi suivre l'avancée des travaux. On édifie cette grande pyramide à partir de blocs de pierre pesant chacun en moyenne 2,2 tonnes. Plus de 2 300 000 de ces blocs viennent ainsi s'imbriquer dans un ordre si parfait qu'il est difficile de ne pas penser un seul instant à un projet d'ordre divin. À l'intérieur, proche du sommet, une salle de granit rouge appelée Grande Galerie sert de dernière demeure au pharaon.
Tout au bout de cette pièce se trouve le sarcophage de granit rouge du pharaon Khéops. Le terme de sarcophage nous vient des mots grecs sark, la chair, et phage, manger. Ces cercueils de pierre sont, en d'autres termes, perçus comme des boîtes à manger la chair. Comment les Égyptiens sont-ils parvenus à extraire, tailler et déplacer une telle quantité de pierre vers le plateau de Gizeh? Depuis des siècles, la question continue de défier les spécialistes. Il n'y a à cette époque ni bête de somme, ni de roues suffisamment solides pour tracter et soulever autant de poids. Aussi, grâce à cette réalisation, Khéops devient-il symbole de puissance absolue. Hérodote, historien grec du 5e siècle, fait la chronique de l'extrême cruauté du pharaon. Khéops les a poussés aux confins de la misère, mais avant cela, il a pris soin de les extirper des temples pour éviter qu'ils ne s'y sacrifient. Puis il a ordonné à tous les Égyptiens de travailler à son projet. Certains étaient chargés de pousser les blocs de pierre depuis leur carrière des montagnes arabes jusqu'au Nil. Le peuple travaillait par immenses groupes de 100 000 personnes et par période de 3 mois. Il a fallu 20 ans pour bâtir la pyramide. La malfaisance de Khéops était telle que lorsqu'il avait besoin d'argent, il envoyait sa propre fille se prostituer dans une maison close. Les spécialistes actuels restent cependant sceptiques sur la réelle barbarie du roi Khéops. L'idée selon laquelle Khéops était un souverain inhumain semble trouver son origine dans un texte daté d'une période bien plus tardive et dans lequel on le décrit en réalité plus comme un souverain qui s'ennuie ou d'un tempérament indifférent que comme quelqu'un de véritablement cruel. Les historiens grecs ont repris plus tard cette idée pour nous en parler cette fois d'un tyran, mais nous n'avons en vérité aucune preuve. On dispose en effet de très peu d'écrits sur le commanditaire de la Grande Pyramide. Mis à part un buste de granit censé le représenter, seule une statuette d'ivoire à son effigie a traversé les millénaires jusqu'à nous. Proche de sa pyramide, à Gizeh, un champ de sépulture récemment mis à jour laisse à penser que les restes exhumés sont ceux des ouvriers dont le travail éreintant a permis l'édification de la Grande Pyramide. Ces travailleurs eussent-ils été à proprement parler des esclaves, Khéops ne leur aurait certainement pas fait l'honneur de les enterrer si près de lui. On sait en revanche qu'au début de la 4e dynastie, non seulement la construction des pyramides est parvenue à un niveau technique très élevé, mais aussi que la pratique de l'embaumement a évolué vers un art mystique et ésotérique consistant à métamorphoser les cadavres en momies. Initiée à peu de choses près sous le règne de Snéfrou, la technique de la momification devient une étape essentielle dans la religion égyptienne. Il s'agit en effet de faire passer le pharaon défunt de son état de souverain terrestre à celui de roi céleste. On pense alors qu'en parvenant à conserver le corps du pharaon, on garde son esprit intact pour l'éternité. Un minutieux rituel d'embaumement vise à préserver le cadavre de sa décomposition ainsi qu'à lui rendre ses facultés afin qu'il puisse profiter de l'aménagement de sa tombe. Cette momification nous offre la possibilité, quelques 4000 ans plus tard, de découvrir les visages de ces pharaons et d'autres de leurs contemporains. Elle reste avant tout l'occasion de mesurer le caractère terrestre d'humain proclamé mi-roi, mi-dieu. Les analyses effectuées sur ces momies nous révèlent que les pharaons souffraient de calculs biliaires, de tuberculose, de polio, d'appendicite, de hernie, de pieds-bots et de choléra. Tout près de la pyramide de Khéops ont été découverts des puits remplis de mystérieux morceaux de bois de cèdre du Liban. En parvenant à rassembler les fragments, les archéologues découvrent un bateau de 43 mètres de long ayant probablement appartenu au successeur de Khéops en 2528 avant Jésus-Christ. Celui-ci n'est autre que son fils, Djedefré,
dont le nom signifiant « rayon de lumière persistant » renvoie encore au fameux dieu solaire. Premier pharaon à adopter ouvertement cette référence, Djedefré présidera lui-même aux funérailles de son père à Gizeh. Le pharaon Djedefré gouverne 10 ans avant que son frère Képhren ne lui succède en 2520 avant Jésus-Christ. Képhren, dont la signification littérale d'apparition semblable à celle de Ra affirme davantage encore la référence au dieu solaire, débute immédiatement la construction d'une seconde pyramide sur le plateau de Gizeh. Tout laisse penser que les travaux de celle-ci, érigés à sa propre gloire et à l'ombre du monument de son père, se sont étalés sur les 30 années de son règne. Il semble que sous le règne de Képhren, les Égyptiens aient été également très prospères. Pourtant, certains ont avancé que le début de l'épuisement des ressources ainsi que la concentration de la population investie dans ces grands travaux était telle que la pauvreté a commencé à s'installer à peu près à cette époque en Égypte. L'accession de Képhren au pouvoir marque certainement un tournant dans l'histoire de la 4e dynastie débutée quelques 600 ans plus tôt. Le pharaon participe à l'enrichissement de la culture égyptienne en faisant bâtir un temple mortuaire au style raffiné, orné d'une splendide statue de lui-même, grandeur nature, et que protège le dieu faucon Horus. Mais le symbole le plus éminent du règne de Képhren reste sans doute le majestueux grand sphinx qui se dresse à l'est du plateau de Gizeh, à l'ombre de sa pyramide. Les Égyptiens vouent une véritable vénération à cet animal mystique, gardien des lieux sacrés. Il y a ainsi plus de 4500 ans, les ouvriers de Képhren sculptent un énorme lion de pierre auquel ils donnent le visage de leur roi. C'est le plus ancien portrait royal de cette taille que l'on connaisse. Pourvu d'oreilles de plus de 3,50 m de haut, Dieu atteignant presque 2 mètres, d'un corps de 73 mètres, les 3/4 d'un terrain de football et d'une tête culminant à plus de 20 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 6 étages, le Sphinx, qui signifie étrangleur, tient son nom des Grecs qui l'ont ainsi baptisé après être tombés à l'improviste sur cette fabuleuse créature de pierre. On est là dans une zone de carrière et il est probable que le sphinx ait été sculpté à partir du soubassement laissé par l'extraction de la pierre destinée à la construction de la pyramide. Les spécialistes nous apprennent que le grand sphinx a plus vraisemblablement été sculpté à partir de l'excédent de pierre extraite pour la pyramide de Képhren. Sa raison d'être demeure cependant inconnue. Seul, dans le silence du désert, accroupi face à son complexe de pyramides, le sphinx et son long regard de pierre nous défient en permanence sans jamais nous apporter de réponse claire. Pour tout indice, il nous reste ce visage érodé, usé par les intempéries et la marque du temps, fixant par-delà la plaine le soleil couchant. L'histoire, à son tour, nous dira qu'un jour ce même soleil s'est couché une toute dernière fois sur la fantastique dynastie des pharaons de Gizeh.